Eh ben nickel. Alors je vous regarde ou je regarde l'objectif? Oh, regardez-moi plutôt. Oui, d'accord. Parce qu'il y a deux versions possibles. C'est ça. Donc, Chacun fait un peu ça. Alors, parlez-moi un petit peu de ce nouvel ouvrage. Quelles étaient vos envies et vos objectifs? c'est-à-dire que ça fait à peu près une trentaine d'années que j'écris sur les vampires. Et je voulais mettre un peu un point final à cette carrière de vampirologue parce que ça commence à me sortir par les oreilles. C'est vrai. Et j'avais envie de terminer par vraiment un très très beau livre, quoi. Et quand la Martinière m'a proposé de faire ce livre, alors là j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit là ça va être le livre de ma carrière, quoi. Et j'ai pas été déçu, hein, parce que vraiment, je ne fais pas de publicité, mais vraiment c'est un beau livre, quoi. C'est ce qu'on appelle un beau livre, quoi. Et c'est étonnant parce que c'est un livre qui vraiment fait somme Oui. presque de tout ce que vous avez fait Voilà, depuis c'est ça. 30 ans. C'est-à-dire que j'ai voulu essayer de faire un peu la synthèse de tout ce qu'on peut dire sur les vampires, quoi. Si on voulait tout dire sur les vampires, il y aurait de quoi remplir 10 volumes, hein, mais bon. Mais en un seul volume, j'ai essayé. Alors évidemment, il a fallu que je me restreigne, hein, parce que le nombre de pages était limité, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'illustrations. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de l'histoire des vampires, quand est-ce que ça naît et quelles sont les premières traces? Alors, on peut dire en gros, si vous voulez, que depuis que l'homme existe, hein, depuis l'homme des cavernes, on a cru à des créatures qui venaient la nuit sucer le sang des mortels. On les appelait pas, évidemment, on les appelait évidemment pas des vampires. Mais on en trouve des traces dans toutes les civilisations, à toutes les époques de l'histoire. On en a chez les Esquimaux, chez les Inuits, chez les aborigènes d'Australie. Enfin, il n'y a aucune civilisation qui n'a eu des créatures de ce genre. Bon, alors les Grecs, les Romains ont eu les lamis, les striges, etc. Mais évidemment, le vampire qui nous intéresse, c'est-à-dire celui qui a donné naissance à Dracula, lui, c'est un mythe européen qui est né à peu près au Xe siècle. Ouais, comment il était au Xe siècle par rapport à Dracula? C'est-à-dire d'abord, il n'y avait pas de terme, hein, pour le qualifier, donc, parce que le mot vampire est très récent. Hein, il est sorti en 1730, 35, donc c'est relativement récent eu égard à la tradition qui est très ancienne et très longue. Donc, c'est dans un concile à Cahors qu'un évêque a rapporté à ses collègues en 1030, je crois, quelque chose comme ça, qu'il avait eu vent d'un chevalier qui sortait de sa tombe pour ennuyer les membres de sa famille. On ne disait pas qu'il suçait le sang, hein, mais ce qui était spécifique par rapport au fantôme, c'est qu'il était encore, hein, c'est qu'il était totalement matériel. Hein. Et à partir de là, il y a eu des tas d'histoires comme ça qui sont répandues dans toute l'Europe occidentale, surtout dans les îles britanniques. Et ça a duré à peu près jusqu'au XIIe siècle. On trouve des histoires de ce genre jusqu'au XIIe siècle. Et puis après, ça disparaît complètement. Ça disparaît complètement, et ça, j'ai jamais trouvé d'explication. Et ça n'a jamais laissé de traces dans l'imaginaire des pays occidentaux. Il n'y a pas de tradition du vampire en France. Oui, Alors qu'il y a une tradition du loup-garou. La croyance au loup-garou, ça, on la trouve dans toutes les régions de France, mais pas les vampires. Hein. Alors, est-ce que c'est l'Inquisition qui aurait un petit peu... qui faisait office de censure à l'époque? Toujours est-il que le vampire est revenu, parce qu'il ne meurt jamais, hein, donc le vampire est revenu vers le XIVe siècle et dans les pays d'Europe de l'Est de langue allemande. Alors à ce moment-là, on n'avait toujours pas de terme pour le désigner. On a parlé de Nachtseher ou de Blutsauger, hein, et à ce moment-là, il devenait vraiment plus agressif et il commençait à sucer le sang. Hein. Donc on était vraiment dans l'histoire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le rite pour se débarrasser des vampires remonte au Xe siècle, c'est-à-dire qu'on perce le cœur, on coupe la tête de l'individu et puis ensuite on brûle le corps.
Et puis alors après, ça a gagné tout l'est de l'Europe, hein, les pays slaves, la Grèce, la Roumanie bien sûr, la Russie, la Pologne. Et on avait, chaque pays avait son terme. Hein, donc il y avait les oupires en Russie, il y avait les Dashnazars en Roumanie, il y avait des tas de termes comme ça. Et ça n'est qu'au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, qu'enfin on a trouvé un terme, le mot vampire, pour rassembler toutes ces croyances. Vous parlez des croyances du Moyen-Âge en Europe de l'Est. C'était des croyances, des contes pour enfants, des choses prises plus au sérieux. C'était pris très au sérieux, hein, parce qu'il y avait des rituels où on avait peur des vampires, donc il fallait se protéger des vampires. Et dans certains pays comme les Balkans, la Roumanie en particulier, il y avait des rites de protection extrêmement sévères. Hein, on y croyait. Et alors, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'on pourrait croire qu'au XXIe siècle, c'est fini. Eh bien, il est vraisemblable encore que dans certaines régions très très isolées de la Roumanie ou des Balkans, il y a encore des gens qui croient aux vampires et qui en ont peur. Hein. Ah oui, quand même. Alors, dans ces pays, si vous voulez, les régimes communistes ont fait la chasse à ce genre de superstition. Ceausescu faisait une guerre absolument impitoyable à tous ceux qui pouvaient colporter ce genre d'histoire. Hein. Mais elle restait quand même sous le manteau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sociologue roumaine qui a fait des enquêtes sur le terrain avec un agra, hein, et elle prenait énormément de risques, hein, parce que la sécurité est veillée, hein, et donc elle raconte dans son livre où sont passés les vampires. Elle raconte ces témoignages, quoi, de gens qui continuent à se protéger des vampires. Quoi. Symboliquement, qu'est-ce que ça te disait, ce mythe du vampire? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme on l'a vu, c'est un mythe très ancien, mais c'est un mythe qui a été récupéré un petit peu par le catholicisme, par le christianisme, d'une façon générale. Hein. C'est-à-dire que le vampire, c'est une créature du diable. Donc, le fait... vous savez qu'au Moyen-Âge, quand on retrouvait un cadavre intact dans une tombe, c'était soit une preuve de sainteté, soit au contraire la marque du diable. Alors, généralement, c'était l'odeur qui faisait la différence. Et c'est de là que vient l'expression « être en odeur de sainteté ». Parce que les cadavres bien parfaitement intacts, de saints ou autres, étaient exhalés une odeur de rose, par exemple, ce qui n'était pas le cas du tout du vampire. Ça, c'est un petit peu la symbolique. Il renaît à la Renaissance. Oui. Et la grande étape d'après, c'est quoi? C'est Bram Stoker, Le Fanu? Alors là, non, parce qu'il faut attendre. D'abord, il faut attendre que les Occidentaux s'intéressent à la chose, ouais. Hein, parce que l'Europe occidentale avait complètement oublié ces histoires-là. Et c'est revenu donc au début du XVIIIe siècle, parce qu'il y avait de plus en plus d'affaires dans les Balkans en particulier, de villages qui étaient hantés par des vampires. Et l'empereur d'Autriche avait envoyé même des médecins, des théologiens sur place pour essayer de voir de quoi. Et c'est à partir d'un rapport en latin, le Visum et Trapertum, que cette croyance aux vampires s'est répandue dans toute l'Europe occidentale. On en a fait des choux gras. Voltaire et Rousseau ont dit que c'était absolument indigne de colporter des croyances comme ça au siècle des Lumières. Le pape lui-même a été obligé de publier une bulle disant que les vampires n'existaient pas, que c'était même une hérésie de croire aux vampires. Enfin, ça devenait extrêmement sérieux. Et ça n'est que très tardivement, vers 1845, que le vampire entre en littérature. Donc bien après ces histoires sombres. Et c'est la poésie allemande qui s'est intéressée aux vampires. Donc les Goethe, Schiller,
les gens du Sturmdrang ont fait des poèmes ou sur le vampirisme, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de vampires, parce qu'eux, ils ne connaissent pas du tout les légendes roumaines ou des Carpates. Eux, ils connaissent la mythologie gréco-latine, ils connaissent les chansons de gestes médiévales, donc ils tissent un petit peu. Par exemple, Goethe a écrit La fiancée de Corinthe, c'est une histoire de femme vampire, mais c'est très édulcoré, ça n'a rien à voir avec Dracula qu'on connaît. Et après, ce sont les poètes anglais, les romantiques anglais, qui se sont intéressés aux vampires et qui, à leur tour, ont pu écrire des poèmes, et en particulier Byron, c'est le principal. Et c'est grâce à Byron que, en fait, le vampire est entré dans la littérature en prose. Parce que, bon, vous connaissez peut-être l'histoire, il est parti en Suisse avec son médecin, Polidori. Les deux hommes, d'ailleurs, n'ont pas cessé de se chamailler pendant tout le voyage. Et puis, quand ils sont arrivés à Genève, ils ont rencontré les époux Shelley. Ils faisaient un temps de chien, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, Byron a proposé à ses amis d'écrire rapidement une histoire à faire peur. Il n'y en a qu'une qui a réussi, qui a relevé le pari, c'est Mary Shelley avec son Frankenstein. Byron voulait écrire une histoire de vampire, il avait commencé à écrire un roman, il en a écrit 3 pages, et puis il a laissé tomber, et il a dit il en a livré, si vous voulez, la teneur à Polidori, son médecin et secrétaire. Et Polidori, quand il est rentré en Angleterre, a repris l'histoire, a changé les noms des personnages pour qu'on ne puisse pas l'accuser de plagiat, bien sûr. Et c'est comme ça que le vampire est né, que le vampire en littérature en prose est né. Et c'était un aristocrate, parce qu'en fait, Polidori voulait se venger de son ancien employeur qu'il détestait, et Lord Raven, le héros, ressemble comme 2 gouttes d'eau à Byron. C'est vraiment... c'est excellent. Et alors, si vous voulez, l'ironie de l'histoire, c'est que ça a été publié à Paris, en traduction, sous le nom de Byron, parce que ça faisait vendre. Et ça a eu un succès formidable dans toute l'Europe, parce qu'on croyait que c'était Byron. Parce que l'histoire elle-même n'est pas terrible, mais on pensait que vraiment c'était Byron qui avait écrit ça. Et alors ça a eu un succès énorme, il y a eu des pièces de théâtre, des comédies, des mélodrames, il y a même eu un opéra. C'est incroyable. Et la France, c'est une chose qu'on oublie, la France a été le premier pays où il y a eu cette mode des vampires. L'Angleterre n'est venue que beaucoup plus tard. C'est vers 1870 que Le Fanu a publié sa Carmilla. Et puis Dracula, alors là c'est à la fin du siècle, c'est 1897. Mais c'est quand même Dracula qui fait naître le mythe moderne, qui a été récupéré par le cinéma et la littérature contemporaine. Qu'est-ce qui fait que cette période du 19e est charnière, que les écrivains s'en emparent comme ça C'est-à-dire que je pense que d'abord c'est un thème romantique. C'est-à-dire que le vampire est assimilé, c'est un homme, c'est le Don Juan, c'est l'amant maudit, c'est l'amour qui tue, et la femme, elle, c'est la femme fatale. Donc c'est par ce biais-là que... Mais ce qui est ambigu, si vous voulez, dans la littérature romantique, c'est que le vampire est à la fois effrayant, mais charmant aussi. Alors vous avez par exemple une histoire qui est absolument extraordinaire, qu'il faut avoir lu, c'est La morte amoureuse de Gautier, où la femme, la victime regrette finalement d'avoir été obligée de transpercer le cœur de sa bien-aimée avec un pieu. Donc, et avec les Victoriens, le ton change. C'est-à-dire que les Victoriens, évidemment, c'est le puritanisme, c'est le protestantisme exacerbé. Et à ce moment-là, le vampire, c'est vraiment une créature du diable. Il n'a aucune séduction. Et en fait, si le cinéma a fait de Dracula un personnage très séducteur, c'est une interprétation du XXe siècle. Parce que quand on lit le roman,
il est plutôt sinistre, hein, le Dracula. Hein. D'abord, il a une haleine qui empeste le tombeau. Il a la peau froide. Enfin, c'est vraiment pas un donjon. Hein. Et donc, si vous voulez, s'il y a eu pérennité du vampire, c'est le cinéma. Hein, c'est grâce au cinéma. Hein, c'est le cinéma qui a récupéré le thème. Et ça a eu beaucoup de succès. Alors moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est que le vampire est très très preneur, très très porteur, si vous voulez, un thème très porteur dans les périodes de crise. Ouais. Et s'il a eu un grand succès au cinéma américain entre les deux guerres, c'est parce que Dracula est assimilé à l'étranger qu'on déteste. L'étranger qui vient d'un pays de l'Est. Or, cette période a été marquée à la fois par la montée du nazisme et du communisme en Russie, par aussi la crise économique de 1929, hein, qui a mis sur la paille des millions de gens. Et le vampire, c'était celui qui venait prendre le boulot des braves Américains. Hein. Si bien que lorsque Bela Lugosi apparaît sur l'écran avec son accent hongrois, automatiquement, c'est la minute de haine. Quoi. Et c'est ce qui a fait le succès du vampire au départ. Hein. C'était une espèce d'épouvantail. Deuxième période de crise, c'est la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, la Seconde Guerre mondiale, ça a un petit peu neutralisé tout ça, parce qu'il y avait les horreurs réelles, on n'a pas besoin de rajouter. Mais la guerre froide, automatiquement, le vampire est assimilé aux puissances communistes qui menacent l'ordre établi, etc. Et donc, tous les vampires ont des noms plus ou moins russes, tchèques, polonais, etc. Donc, le vampire, si vous voulez, jusqu'à cette période-là, a une image très négative. Quoi. C'est vraiment celui, on peut le mettre à toutes les sauces, c'est celui qu'on déteste. Hein. Et ça va changer dans les années 70, qui ouvre de nouveau une période de crise. C'est la crise de civilisation qu'on a connue, hein, les années 68, les années folles, où tout le monde se révolte, on rejette tout. Et à ce moment-là, il va y avoir un glissement total du thème. Le vampire va devenir sympathique. Et c'est Anne Rice. C'est Anne Rice avec Entretien avec un vampire qui nous présente un jeune homme très sympathique, très beau, très intelligent, comme toutes les qualités, et en même temps qui est très humain, quoi, qui souffre, qui aime, qui est comme finalement beaucoup plus humain que ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Hein. Et je crois que c'est... Et puis maintenant, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on est en pleine crise, crise politique, crise économique, crise aussi morale parce qu'on ne sait plus très bien trouver ses repères. On sait que la planète est en train de mourir peu à petit feu. Donc il y a tout ce climat de peur diffuse, hein, les épidémies, enfin tous les maux de notre 21e siècle. Et le vampire est là, de nouveau. Toujours aussi présent. Entre Bram Stoker et Anne Rice, on a parlé du cinéma, mais est-ce qu'il se passe des choses en littérature marquantes en mythe du vampire entre les deux. Oui, entre les deux. Ah bah, il y a deux romans, moi, qui me paraissent très importants. C'est Je suis une légende de Matheson, hein, qui fait entrer le vampire de la science-fiction et qui donne une coloration rationnelle au thème. Hein. Matheson nous explique que les humains sont tous devenus vampires parce que un bacille qu'il appelle le Bacillus vampiricus, pas très sérieux, mais qui a subi une mutation à cause des retombées radioactives, donc a transformé les hommes en vampires. Et puis il explique point par point et de façon tout à fait rationnelle pourquoi les vampires ne supportent pas la lumière du jour, pourquoi ils sont obligés d'ingérer du sang, pourquoi ils sont morts dans la journée, enfin bref. Donc il rationalise complètement le thème. Et puis il y a un autre roman qui me paraît aussi très important, qui est de Stephen King, hein, c'est Salem, où Stephen King renonce totalement à l'aspect gothique, hein, parce qu'on avait jusque-là, le vampire c'était toujours un personnage gothique, c'est-à-dire un personnage qui vivait dans un château des Carpates, qui représentait une réalité du passé. Alors que là, le vampire est en plein dans une petite ville des États-Unis où on boit du Coca-Cola. Donc c'est dans
civilisation américaine traditionnelle que surgit cette espèce d'anachronisme en quelque sorte, quoi, hein. C'est ce qui le rend effrayant, quoi. Donc à mon avis c'est ce. Et puis alors après Anne Rice, alors là il y a eu, surtout aux États-Unis, énormément de romans excellents, quoi, comme Les Prédateurs de Whitley Strieber, qui ont été en film. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que du point de vue du cinéma, jusqu'à une certaine époque, le vampire s'était réservé au cinéma de catégorie Z, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on embauchait des acteurs qu'on payait très mal, hein, avec les moyens du bord, on faisait un film. Alors que maintenant, on fait des super productions qui coûtent très cher, hein. La dernière, c'est celle de Tim Burton, hein. Donc je suppose que ça a dû coûter extrêmement cher, quoi, hein. Le vampire est pris au sérieux maintenant par les cinéastes, quoi. Et justement, que penser du vampire aujourd'hui avec toute la bitlite, etc. Quelle place le moment que nous vivons avec cette bitlite a dans l'histoire du vampire? Alors, je pense qu'il y a un événement très important qui s'est produit dans les années 70, c'est l'adoucissement de la censure sur les publications pour la jeunesse. Et à ce moment-là, les éditeurs se sont rendus compte que dans le marché de l'horreur, du fantastique, du gothique, les adolescents, les enfants étaient un marché potentiel gigantesque. Et donc on a tendu vers ça. Et à l'heure actuelle, on peut dire que la bitlite, c'est une littérature, c'est pas une littérature enfantine, mais c'est une littérature qui s'adresse quand même majoritairement aux adolescents. Et alors donc, on donne à ces adolescents une image du vampire qui est très édulcorée. Je ne sais pas si vous avez lu Twilight, si vous avez eu le courage de lire Twilight jusqu'au bout. Mais Twilight, c'est vraiment le vampire aseptisé, quoi. Il est gentil, il boit plus de sang, il ne craint plus la lumière du jour. On se demande si on peut encore parler de vampire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut penser des recherches scientifiques ou des débats scientifiques autour du vampire? Alors il y a eu des débats qui sont pas pris très au sérieux. D'ailleurs, il y a un professeur de biologie de la Colombie-Britannique au Canada qui a rapproché le vampirisme